Bienvenue dans le podcast T'as la forme, l'émission qui parle de santé, de nutrition et de physiologie interne, ton rendez-vous bimensuel qui va te permettre d'améliorer ta santé. Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Écoute, on se retrouve pour ce 8e épisode. Ça passe vraiment trop vite. Encore une fois, l'équipe et moi, on tient vraiment à vous remercier. Le podcast à la forme marche vraiment très très bien. On en est déjà au 8e épisode. Et encore une fois, merci à toutes et à tous. L'équipe et moi, on est vraiment contents, honnêtement, parce que mine de rien, un podcast, ça demande beaucoup plus de travail que ce que moi j'avais pensé au départ. Donc c'est vraiment cool. Merci à vous. Et c'est encore une fois, n'hésitez surtout pas à partager, enregistrer, liker et à commenter le podcast et surtout à mettre un 5 étoiles si votre plateforme d'écoute vous le permet, parce que c'est grâce à ça qu'on peut se faire référencer, que le podcast peut se faire écouter par le plus grand nombre de personnes et que du coup le podcast pourra être écouté par beaucoup plus de monde. Et encore une fois, n'oubliez pas que le but de ce podcast est de principalement aider autant de personnes que possible sur leurs problématiques de santé et pour comprendre le fonctionnement de leur physiologie interne tout simplement. Aujourd'hui, le podcast que l'on va faire est un peu particulier parce que pour une fois, pour ce 8e épisode, en tout cas, je ne serai pas seul. Je suis accompagné de Pascal qui est un coach de la team Fitness Break, mais qui est aussi coach de son côté. Il est également spécialisé sur tout ce qui est problématique de physiologie interne comme moi. Donc c'est pour ça qu'il fait partie de l'équipe et parce qu'encore une fois, on se rejoint notamment sur les valeurs que l'on partage en coaching et sur beaucoup de choses. Donc voilà. Pascal, comment ça va? Écoute, ça va très bien. Merci beaucoup pour cette invitation, pour ce premier podcast parmi plusieurs épisodes qu'il y aura. Voilà, exactement. Je suis très content en plus d'être ici, de pouvoir échanger avec toi. Et puis j'espère que ça plaira à un maximum de personnes aussi. Donc voilà. Exactement. Donc premier épisode mais pas le dernier. À savoir qu'on avait prévu quoi? Donc là, ça va être un podcast par rapport à la vision, à la santé de l'œil. Qu'est-ce que la vision et comment optimiser sa vision grâce à la micronutrition. Le sujet suivant qu'on a prévu, c'était quoi? C'était la peau. Et le troisième, c'était quoi? C'était sur tout ce qui était radicaux libres. Ouais, le stress oxydatif, etc. C'est ça? Ok, parfait, nickel. Donc voilà, donc vous avez un peu les sujets qui ont été présentés pour ce qui va arriver avec Pascal. Donc voilà. Alors aujourd'hui, un podcast qui est un sujet que moi personnellement j'ai pas vraiment vu honnêtement sur la plupart des podcasts que j'écoute. On va pas essentiellement parler de la vision, de qu'est-ce que l'œil, de quoi est composé l'œil, de qu'est-ce que la vision, de quel est le rôle de la vision au sein de la physiologie interne, mais surtout de comment encore une fois optimiser votre vision grâce à la nutrition et grâce à la micronutrition, puisque malheureusement l'OMS encore une fois nous alarme sur le fait que il y aurait ce que l'on appelle une sorte d'épidémie mondiale entre guillemets de la déficience visuelle, et c'est malheureusement très grave. Alors c'est amené par différents facteurs puisque la qualité de la vision que vous allez avoir dépend énormément de votre nutrition, de votre micronutrition, mais également de la santé de votre physiologie. N'oubliez pas que votre physiologie encore une fois est un système d'équilibre, et qu'à partir du moment où vous allez avoir une problématique à droite, une problématique à gauche, et sur ça je vous invite à réécouter le podcast numéro 1 qui est vraiment le podcast 101 de tous les podcasts qu'on va faire. C'est vraiment le podcast de base. Quand vous avez une problématique à droite et à gauche, ça peut, par encore une fois enchevêtrement, accumulation et d'autres process qui sont expliqués dans le podcast numéro 1, amener à rendre une vision qui est un peu moins optimale entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Donc on va commencer par vous parler donc du coup de qu'est-ce que l'œil exactement, de quoi il est composé. Pascal, tu veux commencer là-dessus peut-être? Ouais. Écoute, oui, carrément. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Donc voilà, comme je pense qu'on le sait tous, l'œil il va être composé de plusieurs choses. On va retrouver la cornée, la chambre antérieure, l'iris, donc ça c'est la partie colorée qui va contrôler la quantité de lumière qui va rentrer dans l'œil, et ça va permettre justement d'ajuster la taille de la pupille. Donc la pupille, c'est l'ouverture noire au centre de l'iris. Ensuite, on va retrouver la chambre postérieure, le cristallin, la rétine, la macula et la fovea. Et ensuite, ça va arriver sur tout ce qui est sclère, nerf optique, entre autres. Donc ok, là, très bien. Après, Vas-y. Ouais, ça va être vraiment la composition globale, en tout cas de l'œil, c'est là que la lumière va rentrer, donc au niveau de tout ce qui va être iris, pupille, et après être interprété au niveau de la macula, de la fovea. Et ça, on va le voir plus tard justement dans tout ce qui est fonctionnement, comment ça se fonctionne et comment ça va être interprété. Exactement, c'est ça, ouais. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'œil est une partie du corps qui est très connue pour son
pour son rôle au sein de la physiologie. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas vraiment à comprendre ce qu'est la vision. La vision, en fait, elle dépend de plusieurs choses. En fait, la vision, c'est simplement la capacité de l'œil, encore une fois, à pouvoir se focaliser et à convertir la lumière en signaux qui vont voyager, pour faire très simple, le long du nerf optique jusqu'au cerveau pour être transformé en image. C'est ce qui fait que tout simplement l'on voit. L'œil, il est extrêmement sensible à la qualité et à la quantité du stress oxydatif auquel vous allez être exposé, entre guillemets. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le stress oxydatif est impliqué dans énormément de pathologies qui sont liées à des maladies oculaires. Et ça est vraiment le stress oxydatif dans lequel l'organisme est, qui peut être amené par une inflammation systémique, une inflammation de bas grade et par d'autres process qu'on décrira après, par exemple. Le stress oxydatif est très souvent l'un des premiers facteurs qui fait que malheureusement la qualité de l'œil, la qualité de la vision peut se retrouver à être affectée. Donc c'est pour ça que c'est très important de comprendre que la vision dépend d'énormément de choses, dépend de la qualité de l'alimentation que vous allez avoir, mais dépend également de la qualité de la micronutrition que vous allez avoir. Et c'est vraiment, on va vraiment vous orienter sur vraiment une alimentation qui est vraiment très riche en antioxydants pour tenter de préserver autant que possible votre santé oculaire. Tu veux parler vite fait de la vision peut-être sur comment ça se passe, etc. Bah après, toi, juste pour compléter par rapport à avant à ce qu'il y avait au niveau de l'œil, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que il y a la conjonctive aussi. Tu parlais, tu vois, des micronutriments, donc ça, c'est un tissu qui va être conjonctif, qui va être composé, par exemple, de fibres de collagène et des cellules immunitaires et aussi de vaisseaux sanguins, tu vois. Donc, tu parlais de physiologie d'équilibre, comme quoi aussi tout ce qui est pro-oxydant, ça crée des problématiques au niveau de l'œil. Puis on verra aussi dans d'autres podcasts que le stress oxydant, bah, ça entraîne aussi des problématiques, pas que au niveau de l'œil. Ça va vraiment Exactement, partout. ouais. C'est une problématique Exactement, qui ouais. est C'est ça. vraiment très très vaste. Et, euh, et là, bon, du coup, on va rester que sur l'œil, mais vous verrez que dans d'autres podcasts, on la retrouve dans énormément de processus physio. Et c'est hyper intéressant d'en parler aussi. Ah bien sûr parce que en plus toi et moi ce qui est bien c'est que tu sais on est vachement confrontés parce qu'on travaille avec des médecins etc on est vachement confrontés à voir des marqueurs sanguins etc avec les praticiens de santé avec lesquels on travaille et je pense que tu l'as remarqué mais très souvent quand on regarde des analyses de micronutriments vitamine C vitamine E vitamine A etc tout ce qui est GPX qui est pour ceux qui ne savent pas la GPX c'est ce qu'on appelle la glutathion peroxydase et on peut aussi regarder des fois ce qu'on appelle la SOD la superoxyde dismutase qui sont deux enzymes qui peuvent plus ou moins pour faire très simple refléter l'état de stress oxydatif de l'organisme. Et moi, très souvent, je pense que toi, c'est ton cas aussi, que tu le confirmeras aussi, mais on retrouve des taux de GPX qui explosent littéralement, mais littéralement le plafond. Moi, perso, à chaque fois quand je vois ça, je trouve que c'est un délire. Ça me choque de ouf. Et le nombre de personnes que je vois qui ont un taux de GPX qui explose la valeur haute et qui est bien au-delà, franchement, je pense que honnêtement, je les compte plus. Hein. Non, ça ouais, et puis c'est pas juste un petit peu, tu vois, on n'est pas un tout petit peu au-dessus des normes. Il y a des fois, c'est des chiffres, ça va haut quand même, quoi. Ouais, et je sais pas si t'as remarqué, en général, moi je constate ça très souvent, pardon, chez les personnes qui boivent beaucoup, chez les gros fumeurs, chez les athlètes de haut niveau aussi. J'ai eu pas mal d'athlètes de haut niveau honnêtement en suivi, et le taux de GPX qu'ils ont et qui explose littéralement le plafond, c'est astronomique. Hein. C'est astronomique. C'est pour dire à quel point l'organisme encore une fois est dans un état de stress qui est assez préoccupant tout de même, et de voir à quel point la physiologie est mise à mal. N'oublie pas encore une fois que santé et performance ne marcheront jamais malheureusement main dans la main. Vous ne pouvez pas avoir un extrême, donc pour le coup performance, sans avoir à payer quelque chose à côté. Et malheureusement, c'est un peu comme ça. Tout est sur une fonction d'équilibre. Et encore une fois, vous devez comprendre que si vous êtes pardon à un extrême du spectre, mais attendez-vous à avoir un autre extrême pour tenter de contrebalancer ça. Le problème, c'est que performance et santé, malheureusement, ne marchent pas dans la main, ne marchent pas main dans la main. Il y a aussi, toi et moi, on connaît un peu ce milieu, hein, tout ce qui est dans le monde du body, j'en ai eu pas mal aussi en suivi, que ça soit avec ou sans chimie. Hein, là n'est pas le problème, mais des taux de stress oxydatif qui littéralement mais explosent le plafond, quoi. Un extrême, que ça soit sportif ou même, tu vois, je sais pas, même d'un point de vue hygiène de vie, tu vois, il y a ceux qui fument une cigarette et il y a ceux qui fument le paquet. Tout est question après d'équilibre. Le corps, il va forcément en fait tamponner d'un côté ou de l'autre. Hein. Il aime pas le déséquilibre. Et donc là, bah ouais, là t'arrives toi pour faire écho sur les prises de sang. Bah, à un moment, il équilibre. T'as des taux de GPX qui explosent. T'as des fois d'autres valeurs qui sont là, je pense, tu vois, des fois autres même que le côté oxydant.
on va parler des sportifs, tu vois, compètes, etc., avec des taux de tout ce qui va être HDL qui sont très, très, très faibles. Et à un moment, enfin, on en pâtit toujours quelque part. Ouais, non, mais c'est sûr. Et après, il faut aussi le dire que c'est ce que je disais, tu sais, dans le podcast numéro 1, c'est que on est dans une société qui est de plus en plus demandante physiquement, psychologiquement, mais également physiologiquement, puisque encore une fois, la société nous demande toujours plus, encore une fois, mais également parce que, alors déjà de base, l'organisme a besoin d'une quantité de cale qui est tout simplement énorme juste pour se maintenir et pour faire ce qu'on attend de lui uniquement sur la base de la base de la base, sur vraiment sur se maintenir, sur le fait que le cœur puisse battre, sur le fait qu'on puisse digérer normalement, sur le fait que le foie puisse faire ce qu'on attend de lui au niveau du stockage, par exemple, tout ce qui est glycogène, du fer, etc., ou sur son aspect détox également, mais sur le fait de faire pousser les cheveux, de nous permettre de cicatriser, d'avoir une bonne libido, etc., etc. Et vu que on est encore une fois dans une société qui est toujours de plus en plus demandante, dans tous les sens du terme, physiquement, physiologiquement et psychologiquement, indirectement, ça demande beaucoup plus de cales. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ça on le sait, malheureusement, ne mangent pas forcément comme ils le devraient pour répondre à ces besoins. Et encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tout est une question d'équilibre et que si vous demandez à votre corps plus, vous devez lui apporter de la calorie en conséquence, donc des macronutriments, encore une fois, de qualité, mais également des micronutriments de qualité pour justement tenter de subvenir à ces besoins-là. Et le problème, c'est qu'on se rend compte, hein, mais on le voit en suivi à chaque fois qu'on a des personnes qui démarrent un suivi, le nombre de cales qu'elles ont au départ avant de commencer, il est pas bien haut, hein. Non. Et ça, tu vois, c'est une problématique, je pense, qui est sociétale, comme tu l'as dit, avec tout ce qui était, tout le côté stress émotionnel, etc. Par ce stress aussi, tu vois, il y a souvent des gens qui se délaissent, voilà, enfin, ils mangent quand ça quand ils y pensent, etc. Ou c'est un peu sur le pouce. On a une société, voilà, très axée sur l'immédiateté. On peut se nourrir partout très facilement de petits trucs, voilà, où on veut, quand on veut. Mais sauf qu'en fait, comme tu as dit, quand on a des personnes en fait qui démarrent un suivi, globalement, là-dessus, on est pareil, tu vois, on demande un peu la diète, on va dire, l'habitude alimentaire de la personne. Mhm. Pouah, ça explose pas les plafonds. Et on se rend compte en fait que c'est pas tant c'est surtout en fait question enfin, de qualité, c'est sûr, mais de quantité. Parce qu'il y en a quand quand on regarde un peu leur ratio de protéines, de lipides surtout. Ah, c'est pas fou à voir, hein. C'est pas fou, ça fait peur. Et derrière, en fait, on met vite le lien sur certaines problématiques qui après en découlent sur une d'autres. Et il faut toujours penser que ça a un effet domino. Les problématiques physio, c'est une conséquence à quelque chose. Et nous, ce qu'on essaie de faire après à chaque fois, c'est de remonter un peu cette séquence de domino, avoir traité la base, et après justement que en fait les conséquences s'améliorent, hein. Ah ouais, tout à fait. Et en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que donc là, encore une fois, juste après, on s'est un peu écarté parce que c'est important de présenter cet aspect-là, parce qu'encore une fois, quand on travaille sur des problématiques de physiologie, il faut toujours comprendre que c'est toujours multifactoriel et très souvent pluridisciplinaire également, parce qu'il y a beaucoup de personnes malheureusement qui sont de plus en plus soumises à des stress autres que forcément que physiologiques. Alors, encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que oubliez pas que le corps est un peu comme une sorte de triangle magique, où vous avez un peu le physique, le physiologique, mais également le psychologique. Et ça, on s'en rend compte, le psychologique, alors, ça n'explique pas tout, hein, comme le stress, hein. Oui. Ça n'explique pas tout, ça ne justifie pas tout, et ça n'est pas la réponse à tout. Cependant, c'est quelque chose qui va fortement impacter, malheureusement, l'état de votre physiologie, mais également l'état de votre physique. Et encore une fois, vous ne pouvez pas dissocier le psychologique du physiologique, comme vous ne pouvez pas dissocier le physiologique du psychologique, comme vous ne pouvez pas dissocier le physique du psychologique, et inversement, et peu importe le sens dans lequel vous voulez le prendre. Aujourd'hui, on se rend compte de quelque chose, et ça, vraiment, j'insiste, peu importe la, sur quel aspect de physiologie vous voulez travailler, que ça soit pour améliorer une fonction digestive, améliorer aider le foie entre guillemets à détoxer, que vous voulez travailler donc du coup sur la vision dont on parlera tout à l'heure, que vous voulez même améliorer vos performances sportives. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a une sorte de pyramide à respecter, d'accord? Encore une fois, l'organisme est quelque chose qui a besoin d'énormément de calories et fonctionne avec ce qu'on appelle la balance énergétique. C'est très simple, hein, c'est comme un compte en banque, hein, et ça, vous ne pouvez pas y déroger. Dans 80 à 90% des cas, on fonctionne tous et toutes avec les mêmes principes de physiologie, et ça, vous ne pouvez pas y déroger, d'accord? Il y a en effet des cas à part qui ne fonctionnent pas vraiment de la même façon, de part parce qu'ils ont des maladies génétiques, par exemple, des personnes qui font des traitements médicamenteux très particuliers, etc., etc. Mais encore une fois, jusqu'à preuve du contraire, ces personnes-là restent une minorité de personnes. Elles ne sont pas la majorité. Donc, il faut comprendre que
En un, et ça je pense que Pascal tu vas me rejoindre, c'est la balance énergétique qui va compter, c'est le fait d'avoir suffisamment de calories à mener pour répondre aux besoins de l'organisme. Plus vous êtes dans un environnement qui est demandant, et ça c'est encore une fois, et plus vous êtes dans un environnement qui est demandant, et plus vous allez devoir envoyer de la calorie pour faire en sorte que la physiologie puisse tourner. À partir du moment où vous allez commencer à avoir moins de calories à disposition que ce dont l'organisme a besoin, c'est là où, sur le long terme, encore une fois, on peut commencer à rencontrer des problèmes de fatigue, des problématiques, etc., autres, et qui, par exemple, peuvent venir découler sur la vision. D'accord? Donc, on est d'accord pour dire qu'en un, c'est la balance énergétique qui va compter. Sur ça, je pense qu'on est... Ah oui, totalement. Voilà. Donc, balance énergétique. En deux, c'est la qualité et la quantité des macronutriments que vous allez apporter. En trois, c'est la quantité et la qualité des micronutriments que vous allez apporter. Ensuite, il y a le fameux timing nutritionnel qui va compter, la supplémentation, et après d'autres facteurs qui vont rentrer en compte, le fait que vous soyez constant, vous soyez discipliné par rapport à tout ça, etc. Mais n'oubliez pas que dans tous les cas, c'est votre adhérence qui va permettre de pouvoir quand même tout définir. D'accord? Donc, il faut comprendre que l'apport énergétique, encore une fois, surtout lorsque vous voulez améliorer la vision, est extrêmement important. Et ça, vous ne pouvez pas y déroger. Et encore une fois, j'insiste, peu importe la problématique physiologique sur laquelle vous souhaitez aller, l'apport calorique est vraiment très important. Donc, dans un premier temps, pour améliorer votre vision, ou pour du moins l'optimiser, ou pour la soutenir comme vous voulez, vous devez envoyer de la calorie. C'est hyper important. Ok. Ouais, je pense aussi là, par rapport souvent, il y a beaucoup de métiers maintenant, ça se fait devant les écrans, sur les ordi, etc. Ah ouais. Donc là, rien que par rapport au côté professionnel, là t'es obligé d'avoir quand même un minimum de calories, même si en soi t'as pas une dépense non plus comme ceux qui vont travailler sur des chantiers par exemple, mais il faut quand même en envoyer pour soutenir l'œil, pour l'aider à récupérer aussi. Ça, c'est même d'un point de vue professionnel. On travaille tous beaucoup maintenant devant des écrans. On est beaucoup sur des téléphones, etc. Ou alors même les personnes qui travaillent avec des produits chimiques aussi. Ah, bien sûr. Et il y a aussi la pollution qui est hyper irritable pour l'œil. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont hyper irritables pour l'œil. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, dans un premier temps, vous devez impérativement envoyer de la calorie. C'est vraiment hyper important parce que, mine de rien, la vision est un process physiologique qui demande énormément de calories à l'organisme juste pour être maintenu, simplement pour que la vision puisse faire ce qu'on attend d'elle. Donc, du coup, voir tout simplement ce que l'on fait, nous repérer dans l'espace, etc. Mais encore une fois, l'œil en lui-même est quelque chose qui demande énormément de énormément de macronutriments pour être soutenu, notamment les protéines et les glucides dont on parlera juste après, mais aussi beaucoup de micronutriments. Donc, c'est vraiment sur cet aspect-là, on va vraiment rentrer un peu plus en détail, mais vraiment, vous devez vraiment apporter en un de la calorie. Ça, c'est vraiment primordial. D'accord? En deux, des macronutriments en quantité et en qualité, protéines, glucides, lipides. En trois, des micronutriments en quantité et en qualité. Donc, tout ce qui est vitamines, minéraux, acides gras dont on va parler tout à l'heure. Donc, la vision, encore une fois, donc là, on a fait un bon aparté, mais du coup, pour revenir un peu sur ce qu'est la vision, voilà, une grosse parenthèse. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous allez voir quelque chose, vous allez d'abord avoir la lumière qui va passer par la cornée à l'avant de l'œil, puis par une sorte d'ouverture qu'on appelle la pupille. Donc, c'est ce qu'a décrit Pascal tout à l'heure, dont la taille est contrôlée par l'iris, d'accord, qui est encore une fois la partie colorée de l'œil. La lumière passe ensuite au travers du cristallin qui va se concentrer sur la rétine, qui est une structure qui est plus ou moins située à l'arrière de l'œil et qui va contenir ce qu'on appelle des cellules photoréceptrices qui vont transformer la lumière en signaux électriques qui vont être captés par le nerf optique et pour faire très simple, c'est renvoyé au cerveau et c'est ce qui nous permet tout simplement de voir. On va pas rentrer dans les détails par rapport à ça parce que c'est un process qui est bien sûr beaucoup plus complexe plus complexe que ça. Mais juste parler de ça, ça prendrait presque 1 heure et ce serait déjà presque trop lourd. Bon, c'était 2 heures de podcast. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, on constate que du coup, il y a de plus en plus de problématiques qui sont malheureusement liées à la vision et il y a 3 problématiques qui reviennent. Tu vas en parler, Pascal, un peu peut-être sur celles qu'on constate régulièrement, en suivi ou pas? Ouais, il y a tout ce qui est dégénérescence maculaire liée à l'âge, ce qu'on appelle la DMLA. Ouais. Et les problématiques de cataracte. Et il y a le syndrome de l'œil sec. Ouais. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la DMLA, donc du coup la dégénérescence maculaire, c'est une maladie oculaire qui entraîne des déficiences malheureusement pour certaines personnes irréversibles de la fonction visuelle. D'accord.
Alors la maladie, il y a différents stades. Il y a un stade précoce, il y a un stade intermédiaire, il y a un stade qui est avancé. On va pas rentrer en détail là-dedans parce que là, pareil, on pourrait en parler pendant 1 heure. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette maladie, en fait, résulte de d'une accumulation progressive de lésions dans une partie de l'œil qu'on appelle le macula, qui est une zone dense, qui est une zone qui est très dense, pardon, en tout ce qui est photorécepteurs, qui sont principalement responsables de la vision centrale. Et cette dégénérescence maculaire, elle est responsable environ d'énormément de cas de cécité dans le monde, et c'est l'une des causes les plus fréquentes aujourd'hui de déficience visuelle chez les personnes qui sont âgées de plus de 50 ans. C'est tout simplement énorme, quoi. C'est incroyable, quoi. Ouais. Puis après, c'est que la problématique, c'est que ça devient irréversible, surtout si, comme tu as dit, en fait, si on n'en tient pas cause, et puis si on laisse trop traîner, quoi. C'est surtout le côté irréversible, en fait. La cataracte, voilà. C'est différent. C'est exactement ça. Alors après, encore une fois, ça dépend du stade où vous en êtes, parce qu'il y a le stade précoce, il y a le stade intermédiaire, il y a le stade avancé. Mais c'est vrai que faites gaffe à ça. Voilà, exactement, parce qu'encore une fois, n'oubliez pas que la cécité, encore une fois, est un état pathologique qui est associé à une perte de la vision partielle ou définitive. Donc faites très attention avec ça, et surtout ne sous-estimez pas ce truc-là. Ensuite, on a ce qu'on appelle le syndrome des yeux secs, qui est quelque chose qui est beaucoup plus présent que ce qu'on peut penser. Tu veux décrire ce que c'est, ou tu veux que je... Bon, le syndrome des yeux secs, donc ou le syndrome de l'œil sec, c'est pareil. C'est surtout en fait un trouble qui va venir en fait d'un manque de production de larmes ou d'une quantité anormale. Donc il faut savoir que les larmes, c'est essentiel pour maintenir la santé à la surface de l'œil. Ça permet d'humidifier, de lubrifier et d'éliminer si par exemple il y a des petites particules qui viennent sur l'œil. Donc ça a un effet aussi protecteur. Ouais, c'est ça en fait. Vas-y. Non, mais vas-y. Du coup, par exemple, il peut y avoir plusieurs symptômes quand on a le syndrome des yeux secs. Ça va varier bien sûr en fonction de la gravité. Donc, il peut y avoir une sensation de brûlure, de picotement, des mangeaisons, un peu une sensation comme si on avait un peu de sable dans les yeux ou des corps étrangers. Ça peut être de la rougeur aussi, une vision floue, et tout ce qui est par exemple sensibilité à la lumière. D'accord, ok, très bien. Et après, ce qu'il faut comprendre encore une fois, c'est que vraiment, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas vraiment le rôle de l'alarme au sein de l'œil, mais vous en avez besoin encore une fois pour maintenir une bonne santé oculaire. Ça, c'est hyper important. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, à chaque fois que vous êtes dans des conditions normales, nos yeux pleurent constamment, si vous voulez, entre guillemets, pour garder la surface de l'œil humide. Et bien que les larmes soient généralement considérées comme une substance simple et que tout le monde plus ou moins connaît, entre guillemets, on dispose en fait de ce qu'on appelle un film lacrymal qui maintient nos yeux et qui maintient encore une fois une bonne santé oculaire. Et ce film lacrymal-là est composé de 3 couches: la couche huileuse, la couche aqueuse et d'une couche de mucus. Vous avez la couche huileuse qui, elle, est produite par les glandes qu'on appelle les glandes de mébomius, je crois, c'est ça, si je dis pas de bêtises, les glandes de mébomius, MEIBO, je crois que c'est ça, et qui va constituer donc du coup la couche la plus externe du film lacrymal. Et cette première couche aide tout simplement à rendre la surface, à empêcher en fait que les yeux sèchent trop rapidement. Après, il y a la couche aqueuse qui se trouve au milieu de ce film lacrymal et qui est produite par les glandes lacrymales qui sont situées dans les paupières. Et cette couche a pour fonction de nettoyer l'œil en éliminant du coup les particules étrangères. Et après, la dernière qui est la couche de mucus, qui elle est la couche la plus interne du film lacrymal et qui est constituée donc du coup de la fameuse conjonctive. Peut-être que ce mot vous parle un peu. Conjonctive, c'est un tissu qui est transparent, qui va recouvrir la partie blanche de l'œil et l'intérieur des paupières principalement. Et cette couche a pour fonction d'aider à répartir la couche aqueuse sur la surface de l'œil et à garder les yeux humides en fait. Donc en fait, ces larmes ont vraiment un rôle qui est beaucoup plus important que ce qu'on pourrait penser au sein de l'œil. Et juste de par la micronutrition, de par la nutrition, et la micronutrition, vous pouvez vraiment vous assurer de garder justement un film lacrymal qui soit le plus protecteur possible pour l'œil et vraiment de le garder le plus, vraiment qu'il soit le plus optimisé possible, quoi. Voilà, exactement. Une lubrification normale. Voilà, exactement, c'est ça. Après, il y a aussi des problèmes de cataracte qui reviennent très souvent. Tu veux enchaîner dessus, ou est-ce que... Là, je voulais juste rebondir par rapport, tu vois, tout ce qui était mucus, larmes, etc. Ouais. C'est que là, je disais tout à l'heure, par exemple, pour les personnes surtout qui travaillent, là, je pense, devant les écrans, parce que nous, on y passe le clair ça c'est clair. de notre journée. Mais par exemple, devant les écrans, on constate quoi? Qu'on cligne moins des yeux. Donc forcément, tout ce qui est distribution du film lacrymal, il se fait beaucoup moins et beaucoup moins bien que
que si on n'était pas devant les écrans, par exemple. Donc, c'est pour ça aussi déjà tout ce qui est micronutriments, ça va venir soutenir aussi notre santé oculaire. Et puis après, il y a aussi le fait d'avoir cette bonne lubrification qui va aider, qui va maintenir l'œil en santé, quoi. Ouais, exactement. Ça, ouais. Tout à fait. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Et aujourd'hui, c'est vraiment, je trouve, que c'est vraiment hyper intéressant parce que peu importe de quel bord on se place, encore une fois, qu'on parle de la DMLA, qu'on parle de la santé de l'œil de manière générale, qu'on parle du syndrome des yeux secs, que l'on parle des problèmes de cataracte ou autres, toutes les instances de santé, les experts dans la vision, bref, peu importe comment vous les nommez, s'accordent pour dire qu'il est important d'avoir une bonne nutrition en termes de macronutriments. Ok, avoir une alimentation qui soit riche en protéines, riche en glucides, riche en lipides, etc., etc. On verra ça encore une fois après, mais surtout en micronutriments pour vraiment faire en sorte de conserver une santé oculaire en fait. Et juste par ça, en faisant ça, en faisant en d'avoir une alimentation de qualité, avec des macros de qualité et avec des micronutriments de qualité, vous pouvez vraiment vous assurer d'éviter une grande partie de ces problématiques ou du moins prévenir. N'oubliez pas que l'alimentation est une médecine qui est entre guillemets préventive, d'accord? Elle n'est pas guérisseuse, elle est préventive. C'est-à-dire qu'en fait, elle permet de prévenir des problématiques, de minimiser les risques entre guillemets d'apparition de certaines pathologies et dans le cadre de ce podcast-là, du coup, de tout ce qui est pathologie oculaire. Ils s'accordent tous pour dire qu'avoir une bonne alimentation et une bonne supplémentation, ou du moins avoir une alimentation qui est vraiment riche en micronutriments, est vraiment hyper importante pour garder une bonne santé oculaire, quoi. Donc voilà. Tu veux commencer avec un micronutriment en particulier ou est-ce que tu veux qu'on y aille YOLO? Je sais pas, tu voulais parler de la cataracte aussi, toi? Il me semble. Ouais, bien vu. Tu J'avais parlais de ça. oublié. Ben vas-y, je te laisse enchaîner sur la cataracte si jamais tu veux. Vas-y. Donc peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a subi une opération de la cataracte. Donc pour faire simple, en fait, ça va être au niveau du cristallin, ça va être composé d'eau et de protéines. Donc à la base, c'est un film qui est transparent. Sauf que à un moment donné, il peut y avoir une modification de ces protéines et ça va entraîner en fait la formation de ce qu'on appelle un corps amyloïde insoluble et donc ça va entraîner en fait l'opacité du cristallin. C'est ce qui fait que les personnes enfin, juste avant par exemple de se faire opérer de la cataracte, eh ben c'est un peu blanchâtre. Donc Elles ont une vision floue un peu et ouais, ça rend la vision mais complètement floue. Bon, c'est quand même relativement handicapant. Ça va, c'est pas irréversible. Mais après, ça peut venir du coup soit d'un vieillissement naturel de l'œil, ça peut venir de lésions oculaires, ça peut venir de maladies comme le diabète. Donc, on parlait, toi, que tout à l'heure, tout a un équilibre et tout a un lien. bien sûr. Ça peut venir, exposition tout ce qui est ultraviolet, même de certains médicaments, ou alors facteurs génétiques, tu vois, tout simplement. Bien sûr. Et il faut dire aussi que les problèmes de cataracte sont l'une des principales causes de cécité aujourd'hui. Donc tout à l'heure, on a parlé de la DMLA, mais la cataracte aussi n'est pas en reste entre guillemets par rapport à tout ça. Donc voilà. Ok, alors là, ça va être probablement la partie la plus longue du podcast parce qu'on va vraiment parler des micronutriments. On va vraiment tenter de vous apporter des réponses par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un micronutriment qui en particulier là te vient en tête quand on parle des micronutriments pour maintenir une bonne santé oculaire? Au passage, avant de commencer, bien entendu, on peut pas vous donner des conseils précis par rapport à chacune des problématiques qu'on vient de citer, que ça soit la DMLA, que ça soit le syndrome de l'œil sec ou les problèmes de cataracte, parce qu'il faudrait presque faire un podcast spécialement dédié par rapport à ça. Donc en fait, ce qu'on va tenter de vous donner surtout, c'est quels sont les micronutriments, vous, de votre côté, que vous pouvez tenter d'utiliser pour garder une certaine santé oculaire et encore une fois pour prévenir de ces problématiques et tenter encore une fois de minimiser les risques d'apparition. Et si malheureusement vous avez déjà ces problématiques-là, ça ne pourra que vous soulager en tout cas. Donc voilà. Donc là, en fait, les micronutriments qu'on va vous donner, c'est surtout pour maintenir une bonne santé oculaire et pour tenter de soulager autant que possible les problématiques. Encore une fois, n'oubliez pas que ce ne sont pas des conseils personnalisés, ce n'est que du généralisé. N'oubliez pas que encore une fois, on peut, comme on ne connaît pas votre cas de manière précise, on peut difficilement vous donner des conseils personnels au travers d'un seul podcast, quoi. Donc c'est pour ça que là, ce qu'on va donner, c'est uniquement des micronutriments de manière qui sont assez généralistes, mais qui mine de rien sont extrêmement importants pour la santé oculaire, quoi. Du coup, pas aussi par la même occasion, si vraiment vous reconnaissez sur un cas en particulier, à venir nous écrire indirectement en privé. On est toujours, on est toujours content de vous répondre aussi. Donc il y a vraiment pas de souci là. Encore une fois, comme a dit Anto, c'est quelque chose de très généralisé. Sinon, c'est un thème, un podcast à chaque fois ça serait trop long. Là, donc voilà, pour pas que ça soit trop lourd non plus. Mais n'hésitez pas vraiment à nous contacter, en privé ou autre.
si vraiment, voilà, vous avez une problématique en particulier, puisque encore une fois, c'est un contexte qu'il faut comprendre et c'est aussi pour expliquer un peu tout l'environnement et savoir d'où potentiellement ça peut venir. Exactement. Alors, est-ce que tu veux commencer par un micronutriment en particulier ou est-ce qu'il y en a un qui te fait comme tu veux, YOLO. Je te laisse. Allez, la vitamine A, parce que je pense qu'il y en a certains qui savent aussi l'importance de la vitamine A là-dedans. Vas-y, t'as l'air bien lancé, donc je te laisse commencer par ça. Vas-y, je te sens chaud là. Donc, vitamine A, pourquoi? Donc ça, je pense que certains le savent sûrement, c'est pour tout ce qui est la vision nocturne, donc qualité de la vision nocturne. Donc c'est un composant essentiel de ce qu'on appelle le rhodopsine, pardon, je vais y arriver. La rhodopsine, ouais. La rhodopsine, donc c'est un pigment visuel qui va être présent donc dans les bâtonnets de la rétine, ce qui va permettre aussi de faire, en gros, de donner l'image. Donc elle est hyper importante pour la vision nocturne. Et c'est ce qui va permettre aux bâtonnets justement de capter la lumière dans des conditions où il n'y en a pas beaucoup. Donc en l'absence de vitamine A, forcément, il y a une production de rhodopsine qui est moins importante et plus limitée, et ça entraîne une diminution de la vision nocturne aussi. Très très bien. Quel est par exemple, bon je pense que tu vois où je veux en venir, mais quel est le type de diète où la vitamine A est la plus manquante? Alors, pour ceux qui ne savent pas, la vitamine A, c'est une famille de vitamines qui va regrouper, pour faire très simple, deux groupes principaux. Il y a ce qu'on appelle les rétinols et ses dérivés, et il y a ce qu'on appelle les caroténoïdes et les dérivés. Donc là, quand tu parles de vitamine A, tu as parlé de laquelle? Est-ce que tu as parlé du rétinol et de ses dérivés, ou est-ce que tu as parlé des caroténoïdes et de ses dérivés? Il faut préciser. Desquels tu as parlé là? Tout ce qui est rétinol. Rétinol, d'accord. Donc du coup, alors, on n'est pas là pour un, mais quel est le type de diète qui te vient, enfin la façon de s'alimenter qui te vient premièrement en tête quand on parle d'un manque de rétinol, par exemple? Quel est le numéro un? Alors, tout ce qui est véganisme et certains types de végétarisme. Voilà, exactement. Je dis certains types de végétarisme parce que ceux qui consomment, allez, encore des œufs peuvent encore se sauver là-dessus. Voilà, après, ça limite la casse. Ouais, ça limite la casse, mais ceux qui sont sur un régime végétalien, vegan, puisque vegan c'est plus un style de vie, mais là par contre, c'est supplémentation quasiment obligatoire. Là, dans la problématique par rapport aux vitamines A, en fait, c'est qu'on va être sur des formes qui sont non actives, on va dire entre guillemets, dans la mesure où les diètes véganes, végétaliennes, c'est de la vitamine A sous forme de bêta-carotène. La seule forme active de la vitamine A, c'est dans les produits animaux, donc sous forme de rétinol. Voilà, exactement. Et ce qu'il faut comprendre encore une fois, c'est que lorsque vous êtes, alors encore une fois, on n'est pas là pour remettre en cause vos choix éthiques. Et sur ça, il y a vraiment pas de problème. Chacun fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Cependant, lorsque vous adoptez une certaine façon de vous alimenter, vous devez surtout comprendre ce que cela va impliquer. D'accord? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, de mon point de vue, les gens sont font constamment ça, font ça juste par tendance, mais pas forcément par compréhension de ce que ça va forcément impliquer. Donc, on peut concevoir qu'en effet, pour des raisons éthiques par rapport à la cause animale, etc., certaines personnes se tournent vers d'autres façons de s'alimenter. Certains choisissent tout ce qui est végétarien, d'autres vont un peu plus dans un extrême, comme tu l'as dit, sur tout ce qui est vegan, etc., etc., etc. Et ce que vous devez comprendre encore une fois, c'est que l'alimentation végane, malheureusement, et ça, absolument, je pense que personne ne peut nous contredire là-dessus, c'est que l'alimentation végane présente énormément de défauts par rapport aux micronutriments que tu vas apporter. Alors attention, là aussi, encore une fois, je prends des guillemets, je prends des pincettes. On n'a pas dit que, parce que voilà, il faut toujours faire attention à ce que l'on dit, je pense. On n'a pas dit que l'alimentation végane était dépourvue de micronutriments. On n'a pas dit que l'alimentation végane était nulle en termes de tout ce qui est micronutriments. C'est juste que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'alimentation végane amène certaines problématiques au niveau de certains micronutriments, dont la vitamine A. Comme on l'a dit tout à l'heure, vas-y. Les convictions, on n'est pas là pour. Oui, non, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. C'est hyper respectable. Après, c'est juste pour, peut-être informer des personnes qui se trouvent dans une situation de certains types de végétarisme, véganisme, et qui peuvent aussi avoir des problématiques au niveau oculaire, par exemple. Il y a cet exemple-là. Après, on va pas s'étaler aussi sur
sur l'autre sujet, mais il y a aussi tout ce qui est potentiellement troubles digestifs avec les FODMAP qui explosent potentiellement. Mais c'est toujours intéressant de savoir aussi, ok, pourquoi comprendre le contexte et dire après peut-être ah ouais, ok, mais sans enlever les convictions. Alors désolé, on a eu un petit problème pendant l'enregistrement, donc du coup, on va juste reprendre vite fait où est-ce que tu en étais. Donc du coup, vas-y Pascal, je te laisse réenchaîner du coup. Ouais, on parlait du coup des vitamines A et des convictions par rapport à tout ce qui est diète végétarienne, végétalienne. On n'est pas là encore une fois là pour enlever des convictions. C'est juste aussi pour des fois voilà qu'on explique un petit peu le contexte, parce que là on parle juste de la vitamine A pour la vue, mais il y a aussi après on va pas rentrer dans les détails, mais tout ce qui est problématique de FODMAP pour les personnes qui ont ces régimes au niveau alimentaire et qui ont en plus de ça des problématiques digestives. Mais ça permet toujours de comprendre aussi le contexte et puis peut-être même que les personnes comprendront mieux leur contexte grâce à ça. Tout à fait. Et en fait, juste avant que ça coupe, du coup, moi, je voulais rebondir sur le fait que, encore une fois, il y a deux types de vitamines A. Il y a du coup les rétinols et les dérivés, et il y a les caroténoïdes et les dérivés. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous avez une alimentation qui contient majoritairement du coup des caroténoïdes et des dérivés, le corps, comme Pascal a dit, la vitamine A est la forme active de la vitamine A et on a besoin de rétinol et de dérivés pour faire en sorte d'avoir une bonne vision, pour faire en sorte que la fonction thyroïdienne fonctionne, pour faire en sorte d'avoir le système antioxydant, encore une fois, est extrêmement dépendant de la vitamine A pour fonctionner, la conversion de la T4 en T3, la production d'énergie, la cellule est très demandante en termes de vitamine A par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que la synthétisation des hormones stéroïdiennes par exemple, prégnénolone, progestérone, cortisol, testostérone, etc., est extrêmement demandante en termes de vitamine A également. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps a absolument besoin de rétinol et de ses dérivés pour amener encore une fois ces effets physiologiques-là. Le problème, c'est que lorsque vous avez une alimentation qui amène majoritairement des caroténoïdes et des dérivés, le corps doit convertir les caroténoïdes et ses dérivés en vitamine A. Le problème, c'est que cette conversion-là demande énormément de process de physiologie. Donc, comme Pascal a dit tout à l'heure, aujourd'hui, pas tout le monde n'a la capacité physiologique, encore une fois, d'avoir une alimentation végane ou végétarienne. Encore une fois, ça, peu importe le bord, et je prends encore des guillemets sur la façon dont vous pratiquez un peu votre diète végétarienne, parce qu'il y a différentes façons de le faire, mais on part vraiment dans un extrême où la majorité de ce que vous consommez est avant tout végétal, d'accord? Pas tout le monde aujourd'hui n'a la capacité physiologique et digestive d'accueillir une quantité importante de FODMAP. Ça, il faut le savoir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que votre système digestif est extrêmement important pour convertir le bêta-carotène en vitamine A. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que la qualité de la fonction thyroïdienne que vous avez est extrêmement importante pour convertir ce bêta-carotène en vitamine A. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que autant la thyroïde a besoin de rétinol et de ses dérivés pour bien convertir la T4 en T3 et pour absorber la T3 et pour faire en sorte que la T3 apporte ses effets physiologiques. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la fonction thyroïdienne est également très importante pour convertir le bêta-carotène en vitamine A et les caroténoïdes en rétinol et ses dérivés. Et ça peut être problématique parce qu'en fait on peut rapidement se retrouver être dans une problématique en fait où c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Pourquoi également? Parce que, et ça c'est quelque chose que j'ai mentionné par exemple dans le podcast numéro 1, c'est que il est impératif d'avoir du rétinol et de ses dérivés également pour permettre de travailler sur un taux de fer. Et on sait à quel point le fer est l'un des minéraux piliers d'une bonne physiologie pour tout le monde, mais notamment pour les femmes. Ça, Pascal, je pense que tu seras d'accord avec moi. Le nombre de femmes que l'on voit avec un taux de fer, enfin une ferritine qui est extrêmement basse, c'est très alarmant. Et vous avez besoin de rétinol pour pouvoir remonter un taux de fer, pour travailler également sur de l'anémie, etc., etc. Et en fait, on peut rapidement se retrouver être dans des problématiques qui sont assez, où c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, où on n'en voit pas vraiment le bout, mais qui malheureusement peut être fortement plus ou moins impacté. Encore une fois, on insiste, on ne parle pas on remet pas en cause vos choix éthiques. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais vous devez comprendre que avec ce type d'alimentation-là, vous êtes plus, entre guillemets, exposé à certaines problématiques qui, sur le long terme, peuvent avoir des effets un peu délétères pour votre santé, quoi. Voilà, c'est toujours en fait comme j'avais dit justement sur un jeu de domino. Les uns vont faire tomber les autres. Et voilà, c'est comme tu as dit, c'est le serpent qui se mord la queue, tu vois. Ça, peut-être que ça fera tilt pour certaines personnes qui, je sais pas, sont dans des cas de fatigue vraiment chronique, fatigue mitochondriale, etc. Bah peut-être que derrière la personne va faire une prise de sang, le taux de fer, il a râlé pas crête, mais derrière, voilà, ça permet de comprendre des contextes aussi.
Et après, c'est aussi ça qui est passionnant un peu pour nous, c'est de pouvoir un peu justement comprendre cette suite logique, toute la chronologie, et savoir aussi un petit peu, bah, ok, où commence la problématique, qu'est-ce qui va entraîner quoi, et puis après mieux répondre aussi aux personnes qu'on a en suivi, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, pour revenir, en gros, vous avez besoin impérativement de vitamine A, donc du coup de rétinol et de ses dérivés pour maintenir une bonne santé oculaire. Mais vous avez également besoin de caroténoïdes et de ses dérivés. Et ces deux-là sont extrêmement importants. Alors, pour la faire très simple, il y a environ plus de 600 caroténoïdes aujourd'hui que l'on peut plus ou moins lister. Mais ceux dont la santé oculaire a le plus besoin sont la lutéine et la zéaxanthine, qui sont les principaux caroténoïdes qui sont présents dans la rétine humaine et qui vont venir du coup enrichir la tache jaune de la macula. La densité optique de ce pigment maculaire est une mesure qui est extrêmement importante pour la santé oculaire dans les essais cliniques, et les effets bénéfiques de la lutéine et de la zéaxanthine résideraient apparemment entre guillemets dans leur capacité à protéger la rétine en absorbant la lumière bleue à ondes courtes et les rayonnements ultraviolets, et ce qui va permettre tout simplement de réduire le stress, la quantité et la qualité entre guillemets du stress oxydatif qui va être amené sur l'œil et donc du coup se localiser sur l'œil. Donc c'est pour ça que vous devez non seulement encore une fois de consommer du rétinol et de ses dérivés que vous trouverez principalement dans les sources animales, produits laitiers, les œufs, etc., etc., etc. Mais vous devez également d'avoir une alimentation végétale avec beaucoup d'apports en lutéine et en zéaxanthine. Donc, est-ce que tu veux lister peut-être dans quoi on trouve ces dérivés de carotène peut-être? Ouais, il y a tout ce qui est épinards, les choux, brocoli, la courge par exemple, on a beaucoup, ou le maïs. Tout ça Mhm. après, c'est ce qu'on peut retrouver, voilà, pour les personnes qui ont des diètes végétariennes, végétaliennes, hein. On retrouve Ouais. aussi tout ce qui est orange. Bon, après, on en retrouve dans les œufs ou dans les poivrons. Exactement. Il y a aussi le kiwi et le raisin aussi qui sont aussi riches en ces caroténoïdes. Donc voilà. Donc si vous voulez un peu optimiser tout ça, vous savez du coup sur quoi vous tournez. Moi personnellement, j'ai pas trouvé vraiment d'apport recommandé sur la quantité recommandée de tout ce qui était lutéine et zéaxanthine. Mais de ce que je peux lire moi dans la littérature, c'est qu'en général, on recommande, je dis bien, on recommande environ 10 milligrammes de lutéine, environ en moyenne, sur la moyenne que j'ai pu trouver, et 2 milligrammes de zéaxanthine par jour pour, entre guillemets, maintenir une bonne santé oculaire. Et en tout cas, de ce que j'ai pu trouver sur toute la littérature que j'ai lue par rapport à ça, c'est que apparemment une consommation de 6 milligrammes par jour de lutéine et de zéaxanthine permettrait de vraiment réduire les risques d'apparition de la DML. Ouais. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un micronutriment dont tu veux parler après? Comme tu veux, ça peut être la vitamine C. Ouais, la vitamine C. Tu veux commencer ou je... Vas-y, j'ai commencé la Ouais. vitamine C. Ah, la vitamine C. On pourrait tellement parler de la vitamine C. La Ouais, vitamine C on je va, pense que s'il y a une vitamine qui est connue, on va la trouver partout, celle-là, hein. Je pense ah, que c'est bien elle, hein. il y a La pas. vitamine C, ouais, la vitamine C, elle est vraiment connue principalement pour ses effets sur le fait de soutenir le système immunitaire. Mais la vitamine C est l'une des vitamines principales du système antioxydant. C'est un cofacteur qui est extrêmement important et essentiel dans la biosynthèse du collagène. On se rappelle la partie de l'œil qui est composée de collagène, ce qu'on appelle la conjonctive. Mais la vitamine C est aussi importante pour la production de carnitine. Carnitine, alors là, on va pas en parler dans la perte de graisse parce que ça n'a absolument encore une fois aucun rapport. Mais c'est juste, la carnitine est extrêmement intéressante à utiliser, par exemple pour les personnes qui souffrent de fatigue chronique, lorsqu'on va travailler sur des fatigues mitochondriales, etc., etc. Mais ça, il y aura des podcasts par rapport à tout ça. Mais la vitamine C est aussi importante pour tout ce qui est testostérone, pour tout ce qui est le fait de travailler sur certains neurotransmetteurs, etc., etc. La vitamine C est vraiment la vitamine qui, je pense, est la plus connue pour son rôle antioxydant. Et la grosse particularité de cette vitamine, c'est que elle est connue pour aider, donc pour soutenir encore une fois le système antioxydant, mais aussi pour aider à régénérer les autres antioxydants de l'organisme et notamment la vitamine E. Est-ce que tu peux en dire plus peut-être par rapport à ça? Est-ce que tu confirmes? Oui, oui, par rapport à la vitamine E ou par rapport juste à la Bah les vitamine deux, C? parce que du coup les deux sont importantes quoi. Non, après voilà, c'est les deux. Comment elles sont aussi synergiques. Après, c'est vrai que la vitamine C, on la retrouve partout et dès qu'on rentre dans le tout ce qui est système pro-oxydant, etc. On sait que c'est la numéro une là-dedans. Tu vois, tu parlais de tout ce qui était renouvellement cellulaire. Après, ça permet aussi tout ce qui est formation de collagène. Mhm. Donc forcément, c'est une protéine de structure. Donc par rapport à l'œil, hyper important, cornée, que ça soit tout ce qui est la cornée, la choroïde, etc. Ouais. Tout ce qui maintenir aussi la transparence de la cornée. Mhm. Euh, donc voilà, elle a un rôle
Là-dedans, elle a un rôle hyper central aussi. Moi, ça fait partie de mon top complément, la vitamine C. Je pense que dans un top 4, elle sera dedans. Alors en tout cas, si vous voulez travailler en tout cas sur votre santé oculaire, je pense que sur ça on se rejoint. Mais aussi l'intérêt de la vitamine C, c'est qu'elle va vraiment aider à maintenir l'intégrité des vaisseaux sanguins et des tissus conjonctifs et à éliminer encore une fois ces radicaux libres qui sont malheureusement peut-être un peu trop présents lorsque vous avez une forte exposition à la lumière bleue, etc., etc., etc. Et encore une fois, le gros avantage de la vitamine C, c'est qu'elle permet vraiment d'aider les autres vitamines du système antioxydant justement à faire leur taf. En fait, quand on parle du système antioxydant, il y a plusieurs voies. Il y a ce qu'on appelle la voie lipoate redox, il y a le cycle de la vitamine E, il y a le cycle de redox du glutathion, etc., etc. Et quand on prend par exemple l'exemple de la vitamine E qui était littéralement un gardien cellulaire, pour faire très simple, qui protège les structures lipidiques et qui protège les cellules de tout ce qui est radicaux libres. Lorsque la vitamine E va neutraliser les radicaux libres, si vous voulez, elle est soutenue par la vitamine C qui agit un peu comme une sorte de coéquipier et qui va aider la vitamine E, pour faire très simple, à revenir dans le jeu pour défendre à nouveau nos cellules par rapport à tout ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la vitamine C toutes ces voies que je viens de citer sur le cycle de la Q10, le cycle de redox du glutathion, le cycle de la vitamine E, etc. Ces voies-là ne fonctionnent pas en fait, si vous voulez, de manière isolée. Elles sont interconnectées et au centre de tout ça, c'est vraiment la vitamine C qui joue un rôle qui est clé, qui va aider non seulement encore une fois la vitamine E à se régénérer pour revenir dans la partie, mais également le glutathion, mais également la Q10 qui va encore une fois soutenir tout ce système également et qui va mettre encore une fois qui montre encore une fois que tout agit en synergie. Et c'est pour ça que vous devez impérativement d'avoir un système antioxydant, surtout si vous voulez maintenir une bonne santé oculaire, un système antioxydant qui vraiment cartonne de ouf. Et parce que ça peut vraiment aider. Alors, pas non seulement que sur votre santé oculaire, mais également sur tout ce qui est physiologie de manière générale et sur les quelques effets physiologiques que j'ai décrits tout à l'heure, par exemple par rapport à tout ce qui est testostérone, côté antioxydant, etc., 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 quoi. En général, les dosages que l'on recommande pour la vitamine C se situent aux alentours des 500 mg, voire 1 gramme par jour. Donc, vous pouvez très facilement. Alors, s'il y a bien une vitamine qui s'assimile plutôt bien, c'est bien la vitamine C. Par chance. Donc, vous pouvez très bien l'avoir dans l'alimentation de manière générale. Par chance, et là, on peut pas le reprocher. L'alimentation végétarienne et végane est très riche en vitamine C. Donc, sur ça, bravo à vous. Mais vous pouvez également avoir vos taux de vitamine C. Alors, encore une fois, n'oubliez pas que c'est toujours l'alimentation qui doit venir en premier. Ça, c'est très, très important. D'accord? Toujours l'alimentation en premier. Et ensuite, la supplémentation ne viendra que complémenter l'alimentation que vous avez mis en place. D'accord? Ensuite, tu veux qu'on attaque sur la vitamine E, même parce qu'on en a légèrement parlé là du coup? Ouais, je reviens juste par rapport pour expliquer brièvement. Tu parlais de tout ce qui était radicaux libres. Ça, c'est que on y reviendra de toute façon dans le podcast dédié. Mais juste pour expliquer, c'est les radicaux libres en fait, c'est des électrons qui sont censés fonctionner par paire et qui se retrouvent en fait célibataires. Ces électrons célibataires, en gros, ils vont venir ronger, manger la membrane de la cellule et après faire le bazar là-dedans. C'est comme ça aussi que ils vont agir. Et du coup, la vitamine C et la vitamine E, entre autres, c'est ce qui va permettre de réduire en fait l'attaque que va avoir ces radicaux libres au sein de la cellule. Mais ça, après, on y reviendra, je pense, de toute façon, plus complètement dans quelques semaines. Ouais. On parlera du système antioxydant plus en détail, donc vous allez voir qu'on rementionnera la vitamine C, la vitamine E, la vitamine A, la D. On parlera également du glutathion, on parlera du NAC. Enfin bref, on parlera de beaucoup de choses. La vitamine E, en fait, c'est encore une fois l'un des principaux piliers, encore une fois, de ce système antioxydant qui empêche l'oxydation des acides gras par justement les roses que tu as décrits. La rétine est un environnement qui est extrêmement riche en lipides et qui tout le temps bombardé par exemple de rayons ultraviolets. Et il a été démontré que la vitamine E améliore la capacité antioxydante de la lutéine à protéger les cellules, encore une fois, épithéliales pigmentaires de la rétine de l'oxydation. Et encore une fois, n'oubliez pas que la vitamine E permet également de soutenir le système antioxydant. Donc en fait, on peut voir une fois de plus que tout le monde en fait est un peu là-dedans. Tout le monde se soutient. La vitamine A, les caroténoïdes qu'on a mentionné, la vitamine C, la vitamine E, tout ça se soutient pour encore une fois protéger l'œil de ce fameux stress oxydatif que, encore une fois, on décrivait au tout début du podcast. Donc en fait, c'est pour ça que vous devez vraiment avoir encore une fois l'alimentation la plus diversifiée, la plus variée et la plus complète possible pour tout ce qui est macronutriments mais pour tout ce qui est micronutriments, parce qu'encore une fois, chacun des micronutriments du système antioxydant par exemple vont agir en synergie les uns avec les autres pour soutenir la santé oculaire. Tu veux qu'on en fasse encore peut-être deux
des micronutriments? Bah, Ouais. je pense on peut parler des omégas aussi. Oh, allez, vas-y, ben, je te sens chaud dessus, donc fais-toi plaisir, vas-y. Ça, c'est enfin, les oméga 3, donc surtout la DHA, c'est ce qui va constituer une grande partie de la membrane cellulaire au niveau de la rétine. Donc pareil, gros pouvoir anti-inflammatoire, euh, anti-inflammatoire et aussi antioxydant, hein, bien sûr. Donc ça peut protéger tout ce qui est rétine des dommages oxydatifs. On y revient encore à chaque fois, on revient dessus. Donc tout ce qui est dommages oxydatifs et inflammatoires par rapport à tout ce qui est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ça prévient aussi de tout ce qui est sécheresse oculaire. Tu disais avant qu'il y a trois parties. Il y a la partie aqueuse, et ça fait partie justement de la partie un peu plus huileuse. Donc, prévention contre la sécheresse oculaire. Pareil par les mêmes propriétés, en fait, les mêmes propriétés que ça a au niveau du système anti-inflammatoire. Ça permet aussi, il y a quoi? Il y a au niveau circulation sanguine. Voilà, je cherchais le mot. Amélioration de la circulation sanguine, donc pour faire venir aussi tout ce qui est nutriments au niveau de l'œil, et aussi l'oxygène. Hein. Ouais, très important, ouais. Non, sur ça, je suis entièrement d'accord. Et du coup, on parle très souvent des oméga 3, etc. Mais il faut oublier également qu'il y a aussi un peu, j'aime pas trop dire ça, mais son homologue et qui est un peu, on passe constamment, on passe notre temps à faire des oppositions par rapport à ça, c'est les oméga 6. Vous avez également besoin d'oméga 6 pour réduire le côté inflammatoire entre guillemets de l'organisme. Contrairement à ce que l'on peut dire, encore une fois, ça c'est un truc que je répète constamment, mais les oméga 6 ne sont pas pro-inflammatoires à partir du moment où vous consommez les bons. Ils sont anti-inflammatoires, notamment lorsque vous consommez du GLA et du DGLA que vous pouvez trouver par exemple dans l'huile de bourrache, qui est très connu pour ça au passage. Donc, vous devez avoir, comme l'a dit Pascal, une consommation importante en oméga 3, mais également en oméga 6 de qualité. Les oméga 6, à partir du moment, encore une fois, où vous consommez les bons, sont anti-inflammatoires et les deux combinés permettent encore une fois de réduire tout ce qui est inflammation, etc. au niveau de l'organisme pour, ben, encore une fois, prévenir d'une bonne santé oculaire, quoi. Ouais, les oméga Euh, 6 qui sont ouais, pro-inflammatoires, c'est les acides arachidoniques. Hein. C'est tout ce qu'on retrouve exactement. principalement dans tout ce qui est beurre de cacahuète. Hein. Ouais, et dans d'autres aliments aussi, c'est très riche très présent également dans l'alimentation animale, ça il faut le savoir. C'est pour ça qu'on a très souvent tendance, encore une fois, à avoir des taux d'oméga 6 un peu trop, entre guillemets, élevés, puisqu'encore une fois, comme c'est très présent dans les protéines animales, par exemple, forcément, indirectement, on se retrouve à avoir ça. Mais encore une fois, il faut comprendre que tout est une question de quantité, tout est une question de proportion, et encore une fois, vous devez d'avoir également des oméga 6 pour rester en santé, parce qu'ils sont importants sur le côté anti-inflammatoire également, quoi. Donc, à partir du moment, encore une fois, où vous consommez les bons. On termine par le zinc et après on est pas mal. Oh, ouais. Hein. Allez, Vas-y, vas-y. je te sens. Non, moi. Bah, je les ai tous faits. Ouais. Alors, le zinc est vraiment, je pense, le minéral le plus sous-estimé pour la santé oculaire. La rétine possède la concentration en zinc la plus élevée de l'organisme, et le zinc a tout simplement va tout simplement venir encore une fois va tout simplement venir soutenir ce rôle antioxydant de l'organisme. Et vous devez, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le zinc, en soi, il joue un rôle extrêmement important dans la santé oculaire, notamment dans la santé des cellules oculaires, mais également dans la réparation des tissus. Et lorsque l'on sait à quel point un excès de stress oxydatif est problématique pour la régénération des tissus, etc., avoir un apport en zinc pour la santé oculaire est aussi extrêmement, extrêmement important. Il y a aussi le magnésium, qu'on ne cite plus, mais bon, lui, on pourrait presque faire un podcast littéralement dédié à lui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter par rapport au zinc ou est-ce qu'on est bon? Non, enfin, non, là, tout est bon. Hein. Ouais. Ça tient aussi système immunitaire. Donc voilà, il fait partie, je pense, des gros micronutriments trop sous-cotés. Parfait, super. Bon, mais j'espère qu'en tout cas ce podcast vous a plu, parce que mine de rien, ça fait déjà quasiment 1 heure, honnêtement. On est déjà pas mal, honnêtement. Je pense que ça fait déjà un paquet d'informations. Donc encore une fois, Ah n'oublie pas si, que Oui, on vas-y, pourrait rajouter quelque chose. Hein. Enfin, vas-y. c'est un B à bas, mais on pourrait rajouter aussi l'importance de l'hydratation. Hein. Vas-y, si tu veux aller dessus, vas-y, je te Ouais, laisse le. par rapport à ça, du coup, c'est vrai qu'on parle de tout ce qui est complément, etc. Mais il faut pas Mhm, oublier aussi qu'une des bases de tout ce qui est équilibre physio, ça vient aussi de l'hydratation, hein, pour tout ce qui est mhm, prévention de sécheresse oculaire, pour améliorer la lubrification, donc par les larmes, et mhm. pour former donc du coup le film lacrymal. C'est composé d'eau hein, aussi, donc voilà.
C'était pour Très bien. finir. C'était le petit mot de fin. Très bien, très bien. J'espère que ce podcast vous a plu. Encore une fois, merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'au bout. Encore une fois, surtout n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, enregistrer et à commenter ce podcast, à mettre un 5 étoiles si jamais ça vous a plu. Si jamais ce genre de podcast vous plaît, si jamais ce genre de sujet à deux comme ça un peu que l'on partage vous plaît, n'hésitez surtout pas donc du coup à nous envoyer des messages et nous faire un petit retour par rapport à ça. C'était le premier épisode, donc c'est un peu une sorte d'épisode qui est un peu pilote. Donc n'hésitez surtout pas à nous faire vos retours par rapport à ça. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir assisté au podcast. Je vous dis à très vite pour le prochain numéro et à bientôt tout le monde. Ciao ciao.